Autre réforme, Bruce, peut-être plus facile à faire passer, quoique une chasse à la fraude fiscale plus sévère. C'est l'objet du projet de loi présenté la semaine dernière en Conseil des ministres. Pour ça, le ministre de tutelle promet de doter l'administration fiscale de nouveaux outils. Est-ce pertinent? Est-ce efficace? Magali Billard, la secrétaire départementale de Solidaires Finances Publiques, se dit assez sceptique sur ce renforcement du contrôle fiscal voulu par le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Monsieur Darmanin, il veut le muscler, comme il dit. Donc il a annoncé 6 ou 7 mesures qui, pour nous paraissent bien légères par rapport aux besoins qu'il y aurait effectivement sur le contrôle fiscal. Ils vont augmenter la liste des paradis fiscaux de 7 à 9, paraît-il. Ils vont aussi faire la dénonciation publique des gens qui fraudent. Ça veut dire qu'ils mettraient dans la presse ou sur Internet les noms de gens qui seraient de gros fraudeurs. Franchement, c'est pas comme ça qu'on fait de la fraude fiscale, c'est même dangereux. Il vaut mieux faire des vraies mesures, avoir des agents pour aller faire du contrôle fiscal dans les sociétés qui fraudent, plutôt que de faire ça. Le renforcement des croisements de fichiers, on attend de voir, parce que c'est ce qu'ils nous promettent depuis 40 ans et on n'a jamais eu vraiment de concrétisation. Effectivement, les fichiers informatiques entre pays, comment on peut les croiser? Pour le moment, il n'y a pas de convention de signer dans ce domaine-là. Magali Billard, la secrétaire départementale de Solidaires Finances Publiques, au micro de Nadine Bachelot. Philippe Naillet, bonjour. Bonjour. Ce que le gouvernement propose pour lutter contre la fraude fiscale, création d'une police fiscale, instauration du plaidé coupable pour éviter les poursuites pénales, ou bien encore possibilité pour les juges de dévoiler l'identité des fraudeurs, comme l'évoquait Magali Billard. Est-ce que tout ça, ça va dans le bon sens ? La lutte contre la fraude fiscale est un enjeu important, puisque chacun le sait, tout ça se chiffre à coût de milliards d'euros. Je dis bien à coût de milliards d'euros. Donc la volonté de lutter me paraît juste, souhaitable. Néanmoins, moi je partage également ce qui a été dit par Madame Billard, c'est-à-dire que pour réussir cela, il faut renforcer les moyens, il faut surtout renforcer les moyens en termes humains, c'est-à-dire renforcer les équipes de l'administration fiscale. Ça veut dire que François Hollande n'est pas allé assez loin après l'affaire Cahuzac ? Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais bien sûr qu'on n'a jamais été suffisamment loin dans cette grande ambition, parce que pour moi c'est une ambition, parce que chacun comprend que lorsqu'il y a de la fraude fiscale, c'est forcément les services publics, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la solidarité, c'est la sécurité, c'est tout cela qui est impacté, puisqu'il y a forcément moins de ressources. Donc peut-être qu'on n'a pas été suffisamment loin, mais maintenant l'enjeu c'est pas de regarder si Hollande a bien fait ou mal fait, l'enjeu c'est de s'attaquer réellement au problème. Et on reviendra sur d'autres questions d'actualité juste après ce journal qui se poursuit à 7h07 pratiquement. L'ex-femme de Nelson Mandela, Winnie Mandela, est morte hier à 81 ans. Avec sa disparition, l'Afrique du Sud perd l'une des figures de la résistance au régime d'apartheid, une figure parfois polémique. Elle est accusée d'avoir incité parfois à la violence. Elle était surnommée la mère de la nation, ou plus affectueusement Mama Mandela par de nombreux Sud-Africains. Noé Ochebodin. Elle était bien plus que l'ex-femme de Nelson Mandela. Winnie Madikizela Mandela était une des figures fortes du combat contre l'apartheid et du Congrès national africain, l'ANC. Seconde épouse de Nelson Mandela jusqu'à leur divorce en 1996, elle n'a pas hésité à s'opposer à lui reprochant ouvertement d'avoir laissé tomber les Noirs pour s'être alliée aux Blancs. Appréciée pour son franc-parler et son radicalisme, elle était devenue Mama Mandela dans le cœur des Sud-Africains. Autour d'elle pourtant se sont succédés scandales et controverses. Condamnée pour corruption, elle a dû faire face à des rumeurs d'infidélité et des accusations de torture et de meurtre. Une réputation sulfureuse qui ne l'aura pas empêchée de continuer à peser sur la vie politique sud-africaine. Il y a encore 2 semaines, elle s'affichait au bras du nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa, le candidat qu'elle soutenait ouvertement. Winnie Mandela était surtout une vigie ces dernières années, capable d'être très critique contre une ANC qui a trahi son combat, selon ses mots. Noé Ochebodin à Johannesburg. Une parenthèse enchantée dans un quotidien rude des sans-abri de l'ouest de la Réunion réunis hier à Saint-Paul. Comme chaque lundi de Pâques depuis une quinzaine d'années, certains ont pu profiter d'une journée de partage organisée par l'association Jeunesse en Mission. L'occasion de prendre une douche et de se faire bichonner, rasage, coupe de cheveux, vêtements offerts, avec même un moment de danse. Et ils étaient là pour tout ça à la fois. Pour avoir un petit peu de la compagnie, de faire des rencontres aussi, et puis un petit peu la musique, ça change un peu quoi. Moi j'ai 24 ans, mon quotidien c'est d'aller faire mes démarches partout la journée, je monte, je descends pour aller faire mes papiers, essayer de trouver une solution pour m'en sortir, mais après c'est pas évident, quand on a moins de 25 ans on n'a aucune ressource, du coup on est obligé de faire les déplacements en bus mais en fraude. Ou sinon, on est obligé d'y aller à pied. On n'a pas aussi les moyens de se faire plaisir comme là aujourd'hui. Il y a la dame qui est venue
Elle nous fait une coiffure et tout. Ou sinon, il y a à manger. Il y a eu au menu petit déjeuner avec divers caries, y compris langoustes et surtout une barquette pour le soir. Même réaction positive recueillie par Hubert Debeu. D'un mot enfin, le programme foot de ce soir. C'est un mardi de Ligue des Champions. La Juventus de Turin recevra le Real de Madrid. Ce sont les quarts de finale. Allez. Début de la rencontre à 22h45. L'autre quart de la soirée se jouera en Andalousie entre Séville et le Bayern de Munich. Merci Bruce Régent. Vous revenez à 7h30 pour l'essentiel. Il est 7h10 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Philippe Naillet, le nouveau premier secrétaire fédéral du PS à La Réunion, est avec nous ce matin. Semaine sociale de tous les dangers pour le gouvernement avec une grève à la SNCF qui pourrait faire boule de neige. Qu'est-ce que vous dites aux Réunionnais qui se sentent un petit peu loin de toute cette agitation ? Écoutez, il faut que nous soyons solidaires de ce qui se passe en France hexagonale, parce que ce qui se passe en France hexagonale, si c'est pas fait dans la concertation, si les réformes ne sont pas partagées, les conséquences seront les mêmes, c'est-à-dire un appauvrissement des services publics. Donc moi je demande aux Réunionnais, comme nous le sommes dans la Fédération socialiste, c'est d'être vigilants, d'être à l'écoute et bien sûr, demain, s'il fallait s'opposer aux réformes du gouvernement, d'être dans le combat social également auprès de ceux qui aujourd'hui sont concernés par ces mesures-là. Vous parlez de concertation. Cette grève, elle est déclenchée justement alors que les discussions sont en cours sur cette réforme de la SNCF. Vous comprenez que le gouvernement regrette ce timing ? Écoutez, moi je pense qu'il faut, certainement, je n'ai pas tous les éléments, mais je pense qu'il faut probablement revoir les modalités des échanges et la discussion. Je pense que si on en est arrivé là, c'est parce que probablement, certainement, il y a un déficit d'explication, il y a une incompréhension entre ceux qui vont être dans la rue dans quelques heures et le gouvernement. L'objectif affiché de cette réforme, c'est d'offrir un meilleur service public au meilleur coût pour les voyageurs et pour l'État. Ce serait quoi les solutions finalement ? On parle de cette réforme. Écoutez, ça c'est ce qui est dit. On sort toujours ça en disant que on va offrir un meilleur service aux usagers. Sauf que tout ça s'appuie sur aucun diagnostic. Tout ça s'appuie sur aucune analyse. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, il faut absolument que, avant d'afficher un objectif, qu'il y ait un vrai échange, un vrai débat entre les gens qui sont concernés par cette grève, les acteurs de la SNCF, etc., le gouvernement, pour arriver à un projet qui soit partagé, à une réforme qui soit comprise, qui ne fera jamais l'unanimité. Aucune réforme ne fait l'unanimité, mais elle doit avoir un sens et aujourd'hui, le sens n'est pas compris. Il y a aussi la grève à Air France sur des revendications salariales, les éboueurs qui demandent une reconnaissance de leur pénibilité. Il y a beaucoup de mouvements sociaux. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une jonction de tout ça et que ça peut déstabiliser Emmanuel Macron, son pouvoir ? Écoutez, moi, je ne lis pas dans le marc-café. Je ne souhaite pas, bien sûr, que le pays ou même que le gouvernement, quel qu'il soit déstabilisé. Ce que je souhaite, c'est que on ait d'un côté un gouvernement qui, aujourd'hui, a des objectifs, sauf que ces objectifs-là, je pense moi qu'ils sont un véritable recul pour les services publics. Il faut qu'aujourd'hui protéger nos salariés, renforcer les services publics, parce que chacun comprend bien que dans l'époque où nous sommes, ce sont les services publics qui assurent la cohésion sociale d'un pays. Ce qui inquiète peut-être davantage les Réunionnais en ce moment, c'est la dengue qui se propage. Vous pensez que notre île a les moyens de combattre l'épidémie ? Il ne faut pas se laisser dépasser par ce que nous avions connu au moment du chikungunya. Donc tous les moyens doivent être mis en œuvre pour éviter que la dengue se propage, parce que les conséquences seraient désastreuses d'un point de vue humain, mais également d'un point de vue économique. Là, on a les pompiers, les emplois verts de la région, les employés communaux, les agents de l'ARS. Tout le monde est sur le pied de guerre. Est-ce que la question des contrats aidés peut être un souci ? Oui, bien sûr que la question des contrats aidés est un souci, parce que chacun comprend bien que lorsqu'on supprime les contrats aidés, on affaiblit le dispositif, on affaiblit les dispositifs. Donc, quelque part, on se met en difficulté par rapport à cette épidémie de dengue. Avec, bien sûr, toujours derrière des conséquences et des conséquences pour les personnes. La sécurité routière, encore beaucoup d'infractions constatées pendant ce long week-end de Pâques, notamment 25 alcoolémies positives et puis un automobiliste qui a emprunté la 4 voies de l'Est à contresens. Est-ce qu'il faut être plus sévère ?
Je ne sais pas s'il faut être plus sévère. En tout cas, je note qu'il y a eu beaucoup d'irresponsabilités sur nos routes ce week-end. Vous avez donné quelques chiffres. Moi, j'ai entendu également qu'il y a eu 18 retraits de permis. Donc, il faut multiplier là aussi les contrôles, les renforcements de police. Les week-ends, et peut-être pas seulement les week-ends, parce que effectivement, là aussi, ces accidents ont des conséquences tragiques la plupart du temps. Elles ont aussi des conséquences sociales et elles ont des conséquences professionnelles aussi pour les personnes qui se voient retirer leur permis. Et pourtant, beaucoup critiquent les forces de l'ordre en les accusant de vouloir faire du chiffre. Non, moi je ne dis pas cela. Moi je dis que les forces de l'ordre font leur travail et c'est un travail utile parce que derrière ce sont des vies qui sont concernées et lorsque les drames se produisent, après on se dit il est trop tard, il n'y a pas eu suffisamment de forces de l'ordre. Un mot sur la situation à Mayotte. L'intersyndicale et le collectif des citoyens annonçaient hier soir la levée immédiate des barrages, sauf que la base a rejeté cet accord selon nos confrères de Mayotte La Première. Dominique Sorin, le nouveau préfet, il risque pas d'avoir autant de mal qu'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer? Bien sûr, on salue comme beaucoup de Réunionnais la nomination de M. Sorin à Mayotte, nous le connaissons, mais au-delà de ces annonces-là ou de ces réactions d'hier soir, moi ce que je voudrais dire d'une façon plus générale et très rapidement, c'est que l'aspiration des Mahorais à avoir une vie meilleure est légitime. À partir du moment où ils ont fait le choix de la départementalisation, c'est pour avoir une vie meilleure. Donc l'État doit l'entendre et l'État doit mettre les moyens. Mais je rajoute également que, à côté de l'application de la départementalisation, à mes yeux, et en toute humilité, je le dis en tant que Réunionnais, il faut également que les élus mahorais, la classe politique mahoraise dans son ensemble, la population, la société civile, se penchent également sur un projet de développement. Je veux dire que Mayotte, bien sûr, il y a le rattrapage à faire, il y a la départementalisation à mettre en œuvre, mais il faut que Mayotte se projette. Se projeter, ça ne peut se faire qu'à partir d'un projet de développement. Il faut un développement endogène pour Mayotte sur 15, 20 ans, etc. Enfin, je rajoute un mot, parce que je crois que c'est l'essentiel, c'est que tout ça ne peut pas se faire si on oublie les Comores, si on oublie les 3 autres îles. Comment on fait alors ? D'abord, pourquoi on ne peut pas oublier les 3 autres îles? Parce qu'il y a des liens séculaires qui existent entre ces îles-là. Le niveau d'inégalité aujourd'hui, il est impressionnant. Je rappelle que le PIB moyen par habitant à Mayotte, il est 13 fois ce qu'il est à Anjouan ou en Grande Comore. Eh bien, il faut véritablement mettre en œuvre, arrêter de le dire. Il faut véritablement mettre en œuvre un vrai co-développement. Il faut que la France, l'État comorien, se retrouvent, discutent pour construire également ces ponts. Donc je pense que c'est autour d'un triptyque, si je puis dire, la mise en œuvre de la départementalisation, un projet de développement porté par les Mahorais, parce qu'il n'y a que les Mahorais qui peuvent dire ce qu'ils veulent pour eux en termes de développement, et également un vrai projet de co-développement avec l'État comorien. Mais ça doit bien sûr se discuter, s'amorcer à un certain niveau, au plus haut sommet de l'État en France. Très rapidement, le congrès d'Aubervilliers qui a lieu le week-end prochain pour adouber donc Olivier Faure, le nouveau patron du PS. Quelle sera la ligne d'un PS qui a fait 6% aux dernières élections et qui se cherche totalement? Moi, j'irai pas seulement à Aubervilliers pour adouber Olivier Faure. J'irai à Aubervilliers pour dire la chose suivante à Olivier Faure. Nous, à La Réunion, même si nous ne sommes pas très en forme, nous avons la volonté de repartir parce que nous pensons que la Fédération socialiste de la Réunion, elle a un rôle à jouer dans le débat démocratique, elle a un rôle à jouer au sein de la gauche et elle a également une voix à retrouver, c'est-à-dire la voix des Réunionnais. Même si certains se sont éloignés du PS, se sont rapprochés plus d'Emmanuel Macron comme Gilles Bernet. Je termine en disant que moi j'irai à Aubervilliers pour dire à Olivier Faure que ma volonté avec celle des camarades à la Réunion, c'est que le parti retrouve des forces et qui soit la voix des Réunionnais. Nous allons travailler, nous, dans la fédération pendant ces 2 ans pour que la Fédération socialiste redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire la voix des Réunionnais, porter les projets pour la Réunion, défendre notre jeunesse, défendre notre monde économique, anticiper le vieillissement de la population, avoir une vision. Donc c'est tout ce travail de fond que je compte faire et que je vais aller présenter et échanger avec Olivier Faure que j'ai soutenu. Philippe Naillet, merci d'avoir été l'invité de La Première ce matin. Bonne journée.